Merci, Madame le maire, d'abord pour votre accueil et aussi pour la mise à disponibilité à disposition de cette salle. Donc, je me présente, je suis Thierry Simelière, je suis vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération, chargé de la santé, mais j'ai aussi un diplôme de docteur, puisque j'ai exercé pendant de nombreuses années de la chirurgie viscérale et digestive, notamment avec Isabelle, qui interviendra tout à l'heure, et qui exerce à l'hôpital de Plérin. Deux mots, pourquoi cette conférence? Tout simplement parce que l'agglomération Briochine, qui est constituée de 32 communes, a pris progressivement la compétence qu'on appelle la compétence santé, dont on a défini le périmètre. Et enfin, dernier point, on a souhaité organiser cette réunion avec différents spécialistes, gastroentérologues, spécialistes du dépistage, spécialistes des traitements complémentaires. Mais l'idée, c'était aussi d'associer évidemment le service public et le service libéral et privé de l'agglomération, tout simplement pour dire bien que dans notre territoire et au niveau de l'agglomération, on a des spécialistes de très haut niveau qui permettent une prise en charge globale de la pathologie. Et il y a un mot qui est très important, c'est une prise en charge collégiale, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on dépiste une pathologie cancéreuse au niveau du côlon ou du rectum, le spécialiste n'est pas seul à prendre les décisions, mais il prend ces décisions de façon collégiale. On vous expliquera tout à l'heure ce que c'est qu'une réunion de concertation pluridisciplinaire, tout simplement parce que quand on est pris en charge dans l'agglomération briochine, évidemment, on doit avoir accès aux meilleurs traitements, aux meilleurs spécialistes et avoir les meilleures chances de guérison sans forcément faire des kilomètres et des kilomètres, sauf si effectivement ces spécialistes qui sont présents ce soir le décident. Alors, bonsoir à tous. Donc, en effet, Tudel Corbel, je suis gastro-entérologue à l'hôpital de Saint-Brieuc. Et donc, je me joins à mes collègues pour cette présentation sur du cancer colorectal. Donc, je voulais commencer par reprendre en fait quelques définitions, recontextualiser les choses. On parle du cancer donc du côlon et du rectum. Pardon, excusez-moi. Le côlon, donc c'est la partie terminale finalement de notre tube digestif. Il a essentiellement une fonction de réabsorption de l'eau. Le rectum, lui, c'est vraiment la partie terminale qui a plus une fonction de réservoir avant l'exonération. Et on parle en fait de cancer colorectal, donc de tumeur maligne. C'est vrai que c'est important de préciser les termes. Tumeur maligne, c'est-à-dire cancer. Et un cancer, qu'est-ce que c'est? C'est une dysfonction en fait de certaines cellules au niveau d'un organe donné qui va engendrer une prolifération cellulaire jusqu'à former une tumeur, et on va le voir juste après, qui est à risque de dégénérer. Donc finalement, je voulais revenir un petit peu sur l'histoire naturelle, ça veut dire l'évolution, la formation d'un cancer, à travers le cas le plus fréquent qu'on retrouve dans 80% des cancers colorectaux, c'est-à-dire que ce cancer va se développer au travers d'une lésion précancéreuse. Donc finalement, voilà, on a au sein d'un tissu colorectal plusieurs anomalies cellulaires qui vont engendrer une prolifération cellulaire et donc un petit bourgeonnement qu'on appelle polype, et la plupart du temps des polypes adénomateux. Et au fil des ans, des mois, en tout cas des années, voilà, on estime que ça prend environ 5 ans, 10 ans pour arriver à la phase de cancer, mais on a une proportion non négligeable quand même, donc de 2 à 3% de ces polypes qui sont à risque de présenter suffisamment d'anomalies pour dégénérer. Donc 2 ou 3%, c'est pas énorme, mais finalement, quand on a 1, 5 ou 10 polypes, ça peut vite être un peu plus conséquent. Donc, mais ça reste une évolution très, 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 très lente, donc qui peut être anticipée et traitée en conséquence. Donc, quand on a un cancer colorectal, on présente quand même assez souvent des symptômes. De manière assez schématique, c'est des douleurs abdominales qui vont principalement être localisées, avec souvent des troubles du transit, parfois constipés, parfois de la diarrhée. Ça s'explique par justement la place que prend la lésion, la fameuse tumeur au niveau de la tuyauterie qui est le côlon. Parfois, on peut remarquer des saignements extériorisés par les us, donc des selles qui peuvent être très noires, foncées, un sang qui est digéré, voire un petit peu de sang rouge, l'un ou l'autre, et très souvent, ça s'associe quand même à une perte de poids, à une fatigue qui s'installe progressivement.
Sur la prise de sang, il n'y a pas vraiment quelque chose de magique qui nous permet de dépister le cancer. On voit surtout une anémie, ça veut dire une baisse des globules rouges associée à un manque de fer, donc une anémie par carence martiale qui est une des causes d'anémie. En France, le cancer colorectal, c'est quand même 47 000 nouveaux cas chaque année. C'est le deuxième cancer le plus mortel chez l'homme, avec environ 9 000 décès chaque année, et un petit peu moins, mais quand même presque 8 000 décès chez les femmes, après le cancer du poumon et le cancer du sein. On a vu que ça concernait un petit peu plus les hommes. On sait aussi très bien que ça concerne une population âgée de plus de 50 ans, avec un âge au diagnostic médian, ça veut dire de 71 ou 73 ans. Mais voilà, les premiers cas de cancer colorectal sont diagnostiqués à partir de 50 ans, et c'est finalement l'âge qu'on a choisi pour débuter le dépistage. Mais je laisserai mes collègues en reparler un petit peu après. Donc on a parlé de l'âge, on a parlé du sexe. On sait qu'il y a d'autres déterminants du cancer colorectal. Donc il y a des prédispositions familiales qui représentent environ 15% des cas, des gens qui dans la famille ont des cancers colorectaux ou des polypes et qu'on va orienter vers un mode de dépistage spécifique. 5% environ de cancers dits génétiques avec des mutations clairement établies et pareil, des patients qui sont assez vite ciblés parce qu'en général il y a un cas dans la famille et on dépiste facilement les cas au premier degré, les apparentés, et donc on a un suivi très spécifique. Et finalement, 80% des cancers restants qui sont dits sporadiques, en fait, qui ne sont pas liés à des anomalies génétiques ou des prédispositions familiales, pardon, et sur lesquels on va pouvoir essayer d'intervenir un peu plus. Ça, c'est un tableau qui récapitule finalement les facteurs de risque de cancer colorectaux et la proportion en fait de chacun de ces facteurs dans les cancers colorectaux diagnostiqués. On estime qu'environ 20% des cancers colorectaux sont attribués à l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est un petit peu large, ça regroupe essentiellement une surconsommation de viande rouge, on dit de façon un peu approximative 300 grammes de viande rouge par jour, beaucoup de charcuterie, d'alimentation transformée, et à l'inverse un régime alimentaire pauvre en fibres, donc en fruits et en légumes. On estime qu'il y a entre 20% chez l'homme et 12% chez la femme de proportion de cancer colorectaux attribuables à la consommation d'alcool. Et on détaille également donc, les autres facteurs de risque, à savoir le surpoids, l'obésité, le manque d'activité physique, qu'on définit par une activité physique, alors pas forcément sportive, mais déjà bouger un petit peu, au moins 30 minutes par jour, c'est ce qui compte. Le tabagisme actif qui représente une part non négligeable alors dans l'ensemble des cancers, mais également au niveau colorectal. Et une toute petite proportion d'exposition professionnelle, surtout chez des gens exposés à des radiations ionisantes. Mais quand même, quand on cumule tout ça, c'est plus d'un cancer sur deux finalement chez l'homme qui est attribuable à un facteur de risque en fait modifiable, et 40% des cancers colorectaux chez la femme qui pourraient aussi être évités si on adoptait une hygiène de vie un peu plus rigoureuse, on va dire, au quotidien. Les recommandations françaises, finalement, elles se basent essentiellement pour le dépistage, elles se basent essentiellement sur la présence ou non de prédispositions génétiques ou familiales dont on a parlé un petit peu avant. Et on a classé 3 niveaux de risque de cancer colorectal. Donc une population à risque dit très élevé, c'est vraiment les gens donc, qui ont des mutations bien ciblées, avec des polyposes adénomateuses familiales, des syndromes de Lynch. Et là, on va débuter un suivi spécifique très précoce, avec des coloscopies parfois dès 10 ou 12 ans. Une deuxième catégorie de population qu'on dit à risque élevé, qui correspond plutôt aux prédispositions familiales, donc les gens qui ont des antécédents de cancer colorectal dans la famille essentiellement, ou de polypes à la fois dans la famille au premier degré. On ne parle pas des grands-parents, on parle surtout des parents, donc le père, la mère, premier degré également, tout ce qui est frères et sœurs, un petit peu moins premier degré à l'envers, c'est-à-dire c'est rare qu'on dépiste des enfants et qu'on dise allez, on propose le dépistage aux parents, mais pourquoi pas, ça dépend de l'âge. Mais là, voilà, ça relève encore une fois d'une mesure de dépistage très spécifique avec une coloscopie d'emblée. Et finalement, ce qui représente la plus grande partie de la population et des patients, c'est des patients qui ont entre 50 et 74 ans, qui n'ont pas de symptômes, pas de douleur au ventre, pas de trouble du transit, et pour lesquels dans la famille, il n'y a pas du tout d'antécédents, ni de polypes, ni de cancer. Chez ces gens-là,
on propose finalement une recherche de sang occulte dans les selles, et tout cela tous les 2 ans à partir de 50 ans, mais je vais laisser ma collègue Dr Denis prendre la suite pour vous expliquer tout ça. Merci. Bon, ça, en fait, c'est le centre de coordination régional des cancers. En fait, vous le connaissez sans doute, puisqu'on était avant ce qu'on appelait l'ADEC 22. Hein, donc là, ça parle davantage, même si ça fait maintenant 5 ans qu'on s'appelle comme ça. On a toujours la même fonction. Et donc ça, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc nous, on est là pour organiser et, on va dire, fluidifier un petit peu le système. Donc on intervient à différents moments. Déjà, sensibiliser et informer la population. Donc aujourd'hui, par exemple, et puis tout au long de l'année, on essaye de faire en sorte de faire connaître le dépistage du cancer colorectal, de parler de comment ça se passe, que les gens puissent décider en ayant la connaissance de ce que ça apporte, quoi. On s'occupe de 3 dépistages. Au niveau national, il y a 3 dépistages organisés, c'est-à-dire qu'ils concernent en fait une tranche de population complète. Il y a des cancers qu'on ne peut pas. Je vais penser par exemple, le mélanome, ça dépend de la couleur de la peau, de plein de choses que nous, on ne peut pas savoir. Donc on ne peut pas solliciter les gens. Là, on est vraiment sur des tranches d'âge où du coup, on peut faire en sorte de sensibiliser l'ensemble de la population. Donc je parle du cancer du sein, du cancer colorectal et du cancer du col de l'utérus. Ça sera sans doute évoluer, ça va certainement évoluer dans le temps, mais pour l'instant c'est ça. Donc nous, on sert aussi à mettre en relation les professionnels de santé avec la population. On s'occupe de gérer donc un fichier complet en fait de toutes les personnes concernées et de s'assurer en fait que si jamais il y a un test positif, ils aillent bien derrière faire les examens nécessaires. Parce que c'est l'objet, donc il ne faut surtout pas que derrière, il ne se passe rien. Et on collecte aussi toutes les données de résultats, de façon à ce que ça puisse être évalué, donc nous au niveau local, mais aussi jusqu'au niveau national. Puisqu'en fait, le centre là, régional Bretagne, il y en existe un évidemment dans toutes les régions. Alors comment ça se passe ? Alors, pour toute la population concernée, c'est-à-dire, je reviens sur ce qu'a dit mon collègue, donc toutes les personnes qui n'ont pas de symptômes et qui n'ont pas d'antécédents familiaux ou personnels. Alors, ils reçoivent un courrier d'invitation par l'assurance maladie expliquant en quoi consiste le dépistage. Donc, voilà. Après, ce courrier, il est à présenter au médecin, qui lui a des tests vers lui et peut les donner, ou alors au pharmacien. Les deux sont possibles. Et on peut également le récupérer sur Internet, sur un site spécifique, mon kit dépistage colorectal, où dedans vous aurez en fait un petit auto-questionnaire à répondre pour être sûr que vous êtes bien concerné et qu'il n'y a pas des antécédents que vous auriez ou pas oubliés, mais vous ne pensiez pas que ça vous concernait, quoi. Donc ça, c'est juste pour être bien sûr que ça vous corresponde. Après, on réalise le test à la maison. C'est très simple, je vais y revenir tout à l'heure. Et ensuite, on le poste. Et ça va directement au laboratoire, en fait, qui est en région parisienne, nationale, et qui analyse, en fait, ces tests. Alors, les choses qu'il faut bien savoir, c'est que le test, en fait, il ne peut être lu que sur une petite période, moins d'1 semaine. Donc, il ne faut jamais faire le test un vendredi et le poster le lundi. Donc, le mieux, c'est le début de semaine, et puis, comme ça, et le poster tout de suite. Et les résultats, après, sont envoyés par courrier, par le laboratoire, donc au patient, bien sûr, et au médecin qui l'aura renseigné. Évidemment, ce test, c'est tous les 2 ans.
Et donc, on en a parlé tout à l'heure, de 50 à 74 ans. Alors, peut-être que vous avez déjà vu hein, cette pochette bleue hein, qui est donc à disposition hein, et qui comporte en fait tous les éléments d'explication administratif et tout le nécessaire pour faire le test. Donc notamment hein, ce petit flacon là, c'est celui-là en fait, le petit opercule là qu'on prend et qui permet en fait de gratter sur la selle. Et après de mettre dans le tube, de bien fermer, de se gigoter légèrement, et après ben, c'est prêt à partir au laboratoire. En fait, vous avez 3 volets dans ce test. Hein, donc, un qui est le mode d'emploi, qui est très clair, c'est très simple. Le deuxième qui est la fiche d'identification. Alors là, c'est très important parce que si c'est pas bien rempli, le test ne peut pas être lu. Parce que, je prends un exemple, si on n'a pas la date à laquelle le prélèvement a été fait, ben on n'est pas sûr que ça soit dans le timing. Donc, du coup, ben, il est à refaire. Et là, vous avez tout le nécessaire pour le faire. Donc, il y a un petit réceptacle en papier qui permet de mettre dans la cuvette des toilettes. Et donc, du coup, ça simplifie tout. Et puis, à la fin, ben, tout dans les toilettes. Et puis, on tire la chasse d'eau. Alors, il y a 3 possibilités derrière. Une fois que vous avez vos résultats, on va vous dire soit le test est négatif, tout va bien. Il faudra refaire dans 2 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, malgré tout, rester attentif, parce que ce qu'on recherche, c'est du sang dans les selles, mais qui est invisible à l'œil nu. Et les lésions, hein, que ce soit des polypes ou des lésions plus avancées, ça saigne en intermittence. Donc, il peut être faussement négatif, le test. Mais bon, on en trouve quand même énormément. Hein. Ça vaut quand même largement le coup de le faire. Mais ça veut dire que s'il y a des symptômes dont mon collègue parlait tout à l'heure, il ne faut pas se dire « oui, non, mais j'ai fait le test, tout va bien, je n'en parle pas à mon médecin ». Si, bien sûr, il faut en parler. Alors après, mon test n'a pas fonctionné, donc il n'a pas été analysé. Alors, les raisons les plus fréquentes, c'est que le test était périmé. Sur chaque enveloppe, il y a une date de péremption. Donc, il peut arriver que des gens, par exemple, aient le test, le médecin l'a donné il y a 6 mois, il y a 1 an. Bon, les dates sont longues, hein, normalement. Hein. C'est pas comme pour les yaourts, on a largement le temps. Mais il faut toujours regarder la date si on l'a depuis un moment. Après, ben, ce que je disais tout à l'heure, le délai d'envoi trop long. On l'a gardé 4 jours à la maison, on l'envoie, ben, le laboratoire va vous demander va vous renvoyer un test en vous demandant de le refaire. Et autrement, ben, la dernière chose qui est assez fréquente, c'est que ben, tout ce qui est administratif n'a pas été bien rempli. Alors, s'il n'y a pas le nom du médecin traitant, bon, ça sera lu quand même, il n'y a pas de souci. Mais si voilà, il n'y a pas les dates de prélèvement, si on ne peut pas être certain que c'est la bonne personne, on n'a pas la date de naissance, enfin, j'en oublie, il y a des... Voilà, là, c'est pas possible, quoi. Donc là, voilà, ça représente 5% hein, des cas. C'est quand même pas énorme, hein, sachant que derrière, les 2/3 des gens le refont. Mais il y en a quand même qui ne le refont pas, donc... bon. Tant qu'à le faire, autant bien le faire. Voilà. Hop, 3e solution, là, le test est positif. Donc, ça veut dire qu'il y a du sang qui a été trouvé au niveau des selles. Ça ne veut pas dire que c'est grave. Ça représente 4% des cas. Donc là, évidemment, on va voir son médecin qui oriente vers un gastro-entérologue. Et lors de la consulte du gastro-entérologue, il va expliquer que c'est une coloscopie qu'il faut faire et que ça permettra justement d'en avoir le cœur net. Alors, quand on a eu un test positif, c'est toujours très inquiétant. Il faut surtout faire la colo. Mais dans 50% des cas, finalement, il n'y a rien. Il n'y a pas d'explication à ce saignement. Donc, mince, ça, je me doutais bien que j'allais faire une bêtise. Dans 40% des cas,
on trouve soit une lésion bénigne, soit une lésion précancéreuse. Et c'est quand même une très grande chance de pouvoir intervenir. En général, c'est lors de la coloscopie que ça se fait. On l'enlève et on n'en entend plus jamais parler, on n'a jamais eu de cancer. C'est quand même quelque chose de très très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de cancers où c'est possible. Donc c'est une vraie chance. Et 10% des cas, on trouve un cancer. Mais souvent, comme il n'a pas donné de signes préalablement, ce sont des cancers qui sont vraiment précoces et qui vont permettre un traitement moins lourd et avec des chances de guérison évidemment beaucoup plus fortes. Sachant que on en parlera tout à l'heure, c'est un cancer qui se guérit très bien. Alors, pour terminer, la participation aujourd'hui au dépistage, elle n'est pas suffisamment haute. En Bretagne, on est plutôt des bons élèves, mais au Royaume des aveugles, les borgnes sont rois, on est à peine à 40%. Or, si on veut vraiment faire baisser la mortalité par ce cancer en population générale, ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'il y a quand même un nombre de morts important, il faut que les gens y participent beaucoup plus. Alors, c'est vrai que mon collègue tout à l'heure vous dira, il y a forcément des freins. Manipuler les selles, c'est pas forcément le meilleur loisir. Après, vous voyez aussi que là, je vous ai mis une carte de la Bretagne. Alors, plus c'est foncé, plus la participation est importante. Alors, on voit que les grandes villes, vous voyez, elles ont une meilleure participation. Et par contre, le centre Bretagne, c'est une vraie misère. Nous, c'est, on va dire, moyen. Sur l'agglo, vous voyez, on est à 38%, c'est pas trop mal. Mais dès qu'on s'éloigne, c'est là que c'est un problème. Évidemment, Monsieur Simulier en parlait tout à l'heure, c'est à rapprocher des problèmes de démographie médicale. Quand on n'a pas une proximité avec son médecin traitant, voire quand on n'en a pas, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir l'information, de pouvoir répondre aux questions, et donc du coup avoir des gens qui ont envie de le faire. Par ailleurs, chose qui est aussi très importante, c'est que vous avez vu tout à l'heure que c'est les hommes qui ont le plus de cancer, c'est ceux qui participent le moins. C'est quand même dommage. Bon, cela dit, c'est souvent des choses qui reviennent en termes de prévention. Les femmes, elles sont beaucoup plus habituées à la prévention. Il y a tous les suivis de contraception, de grossesse, qui font qu'en fait, culturellement, elles sont plus habituées. Elles ne vont pas chez le médecin que parce qu'elles sont malades. Et les hommes, c'est plus souvent le cas. S'il n'y a pas de suivi ou de traitement chronique, il y en a beaucoup qui n'y vont pas, je dirais, faire une visite annuelle pour voir si tout va bien. Si c'est pas vraiment chez nous quelque chose de très ancré culturellement. Et on voit aussi que la participation, elle est plus faible chez le début de la tranche d'âge de 50 à 54 ans. Je pense que là, c'est des gens, ils sont dans leur vie active, ils ont entendu parler de ce truc-là, ils l'ont jamais fait, et puis ils passent pas à l'acte. Par contre, après, ce qu'on voit, c'est que ça augmente, donc les gens, quand ils ont commencé, après, ils voient que ça se passe bien et ils continuent, chose qu'il faut faire évidemment. Merci. Ça va nous faire l'objet d'une présentation par Erwan Aubry, qui est pharmacien. Merci pour l'enchaînement. Donc, Erwan Aubry, je suis pharmacien sur l'agglomération briochine. Je suis ici pour parler de cette nouvelle mission qui est celle du pharmacien. Donc, c'est toujours ce rôle de proximité que vous connaissez bien. La pharmacie, c'est un lieu qui est ouvert 6 jours sur 7, voire 7 sur 7. Parfois la nuit, ça m'arrive. Pas encore de donner des tests la nuit, mais ça va pas arriver, ça va pas tarder. C'est bien utile, comme l'a dit Martine, quand on n'a pas de médecin traitant désigné, ou quand on le voit très peu souvent, ou s'il n'est pas disponible, parce qu'évidemment, ils ont beaucoup de travail, on l'a bien compris. La complémentarité avec ce parcours habituel du médecin se fait naturellement. Les médecins, je dois le souligner, font très bien le travail. Les chiffres le montrent très bien.
Donc il délivre correctement les tests. La pharmacie n'est qu'un lieu supplémentaire de distribution, au même titre que le site internet de commande en ligne, ou alors, je crois, le centre de prévention de la CPAM, qui n'a pas été cité. Le taux de pharmaciens formés depuis, donc c'est une action qu'on peut faire depuis mars 2022, le taux de pharmaciens formés est très bon dans les Côtes-d'Armor, il est à plus de 60%, et on continue à faire la promotion évidemment de la formation qui est obligatoire et qualifiante pour délivrer ces tests. Les missions de santé et de prévention sont très plébiscitées dans notre profession. Le quart de la population générale est concerné. Je crois qu'en France, c'est 17 millions de personnes. Martine nous confirmera peut-être. Sur le territoire de Saint-Brieuc-Aglo, il faut quand même considérer qu'il y a 15% environ de la population qui n'a pas de médecin traitant déclaré. D'où l'importance aussi de la pharmacie pour améliorer le parcours de soins et réinsérer les patients dans cette prévention. Alors on peut détecter évidemment des freins au dépistage. Les résumer de la sorte, donc c'est évidemment une méconnaissance aussi, tout simplement, du test et des recommandations d'âge, une méconnaissance parfois de la maladie, tout simplement. Donc, les bilans de prévention vont peut-être bientôt aider à résoudre ce problème de méconnaissance. C'est aussi, alors évidemment, un sujet très tabou. On touche réellement au quotidien, à l'intime, et tous, on a peur de toucher à ses propres excréments. Bon, on ramasse ceux du chien, sans problème. Mais pour nous, c'est plus compliqué parfois. Alors, la manipulation, il faut se rassurer, ne nécessite pas de contact direct, comme l'a montré Martine Denis tout de suite. C'est aussi donc parfois l'indisponibilité immédiate du test qui fait reculer l'envie de le réaliser. Et puis après, on a un petit peu honte de dire que voilà, on a 6 mois de retard, et ça, c'est pour nous pas un souci du tout. Le tout, c'est de le réaliser. La peur du résultat, évidemment, elle est présente, bien sûr. Il faut quand même savoir que le délai de retour du test est assez rapide, toujours inférieur à 15 jours, donc ce qui est un très bon délai. Et le test étant réalisé tous les 2 ans, ça permet d'intervenir très précocement, vous l'avez compris, dans des lésions, dans les lésions graves. Les modifications comportementales, donc Tudual Corbel en a parlé un petit peu, donc ce sont celles évoquées précédemment. Donc, à mon sens, les plus aisées à mettre en œuvre, c'est l'activité physique. Ça représente quand même, on a vu, 30 minutes par jour suffisent à réduire de façon conséquente le risque de cancer, et de tout type de cancer d'ailleurs, pas que celui-ci. Puis viennent les comportements alimentaires, et c'est vrai qu'en Bretagne, on est très impacté par l'alcool et le tabac. Donc c'est, à mon avis, un sujet fort aussi qui devrait être traité dans les prochains mois de la même façon. Les facteurs socio-culturels, évidemment. L'offre de soins égalitaire ne suffit pas à gommer les inégalités sociales de santé. Il faut réfléchir à accompagner, évidemment, certaines populations qui ont du mal à aller vers le dépistage. On peut penser alors en premier lieu au handicap, mais il y a bien d'autres situations dans lesquelles l'accès n'est pas si simple, si aisé. Et puis, ça a été dit, être un homme n'est pas favorisant, visiblement. Heureusement que nos conjointes nous aident dans cette prévention. Alors, heureusement, on crée des leviers, évidemment, pour ce dépistage. Donc, ça passe par la multiplication des acteurs, vous l'avez vu un petit peu. Le succès des campagnes dépend d'abord de la motivation, en fait, des professionnels de santé, et surtout de la qualité de la relation avec les patients et tous les usagers. Donc c'est une relation évidemment de confiance qui est un atout majeur en fait dans la réalisation du test. On espère évidemment que les relances, les appels soient suivis des faits assez rapidement, et l'envoi à domicile est souvent bien accueilli. L'information, alors c'est ce qu'on fait aujourd'hui évidemment, c'est une information de proximité, et il faut que ça se reproduise. Elle va aider à lever les obstacles.
Dans les entretiens motivationnels avec les usagers, il faut qu'on accompagne la décision des patients à réaliser le test. Il faut savoir parfois temporiser, en fait, parce qu'on n'est pas toujours en capacité de recevoir toutes les informations en une seule fois, et laisser aussi un peu le temps aux patients de décider du bon moment, surtout, pour réaliser le test. Donc l'important, c'est de le réaliser. Alors, une petite dernière page pour vous dire que je fais partie d'une communauté professionnelle territoriale de santé. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des professionnels de santé de l'agglomération. On est plus de 150 aujourd'hui à adhérer à cette association pour la santé populationnelle, donc de toute la population, pas que des malades, tous les usagers de santé, et ça pour s'engager en fait dans le soin. L'idée de cette association, c'est de réaliser des actions de prévention, donc parfois hors les murs des cabinets, et ainsi aller vers les usagers de santé. On peut très bien promouvoir des actions dans les EHPAD, à la faculté, dans les écoles, les entreprises. On organise aussi des formations et on va favoriser, entre professionnels bien sûr, l'interconnaissance des différentes pratiques. L'important pour nous, dans la CPTS, c'est d'essayer d'uniformiser par le haut les pratiques professionnelles et les connaissances. Tout ça, évidemment, pour le bénéfice du patient. Et puis, enfin, créer des forums thématiques pour les professionnels et pour le grand public. La CPTS entend également favoriser les défis en santé et prévention, voire pourquoi pas créer des ambassadeurs de prévention. J'aime à dire que finalement le lycée est le lieu de la prévention aujourd'hui. C'est à mon avis un acte fort que de dire à nos enfants qu'ils ont leur responsabilité dans la prévention pour leurs parents et leurs grands-parents. La parole des enfants et des petits-enfants vaut parfois mieux que la mienne et que celle des soignants. Enfin, la CPTS facilitera l'accès à l'expérience Mon bilan de prévention. Je pense que tout le monde n'en a pas entendu parler, mais ça va éclore très bientôt, qui s'organise en fait en un temps d'échange individuel avec les professionnels de santé sur la prévention globale à différents âges de la vie. Donc voilà, je réinterviens une deuxième fois en fait pour parler d'un des freins potentiels en effet au test de dépistage, qui est peut-être le manque d'informations sur la coloscopie en tant qu'examen, comment ça se passe et finalement ce sur quoi ça peut déboucher. Alors c'est un examen qu'on propose évidemment à chaque fois qu'un test de dépistage est positif, mais pas que. C'est aussi quand les patients ont des symptômes, donc ceux qu'on a vus juste avant, ou dans les cas particuliers justement de prédisposition familiale ou génétique. Ça reste un examen qui est quand même simple, efficace, réalisé par un gastro-entérologue, c'est fait quand même tous les jours à l'hôpital ou en clinique. C'est sous anesthésie générale, dans la majorité des cas, sauf exception vraiment très particulière, et peut-être 9 fois sur 10, j'ai pas forcément de chiffre exact, mais ça se fait en ambulatoire, ça veut dire que la préparation se fait à la maison, et vous venez faire l'examen à l'hôpital et ensuite vous rentrez chez vous dès le soir même. Donc il n'y a pas de nuit à l'hôpital. Le but d'une coloscopie, c'est quoi? C'est de déterminer l'origine des symptômes, donc quand il y en a, et si c'était un test positif, c'est justement d'essayer de trouver l'origine de ce saignement, de dépister donc une éventuelle lésion précancéreuse et de la réséquer dans le même temps. Donc voilà, je vous ai mis un schéma finalement une représentation d'un polype. Il y a plusieurs types de polypes, mais voilà un polype avec un pédiculé, avec un petit pied. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on vient l'encercler avec une anse et ça nous permet de couper le polype à sa base. Alors, ce polype, une fois enlevé, il est envoyé en analyse, évidemment. Ça nous permet d'évaluer justement s'il y avait déjà des cellules dégénérées, voire cancéreuses, et d'établir le suivi éventuel. Ça nous permet aussi d'aborder les risques de la coloscopie. Le principal, c'est surtout le risque de saignement, surtout si on intervient justement. Saignement à la fois pendant l'examen ou quelques jours après. Ça fait un petit peu comme une forme de croûte. Et puis il y a ce qu'on appelle une chute d'escarre où il y a un risque de saignement retardé au bout d'une semaine environ. Dans ces cas-là, on prévient en général les patients sur la stratégie à adopter. Mais c'est voilà, au moins un avis médical si jamais ça arrive.
Le second risque lié à la coloscopie, c'est le risque de perforation qui est minime, hein, c'est moins d'une perforation sur 1000 coloscopies, mais ça peut arriver quand même, surtout sur alors parfois sur des tentatives de résection de polypes, mais essentiellement aussi sur des manœuvres de progression du coloscope. Voilà, donc on essaye au maximum, on a plusieurs techniques qu'on utilise pour éviter ce risque. Ça peut arriver malgré tout, mais comme les saignements, on a quelques outils pour les traiter quand ça arrive, ou parfois dans les cas les plus extrêmes, c'est les chirurgiens qui sont obligés d'intervenir. Le troisième risque que j'ai mis, c'est pas vraiment un risque, en fait, c'est l'échec. Alors l'échec, soit de progression justement jusqu'au bout du côlon, ça peut arriver, hein, le côlon il n'est pas tout bien droit comme sur le schéma, il y a des boucles, il y a des endroits, des gens qui ont été opérés, qui sont un peu plus fixés, qui sont plus difficiles à franchir, donc on n'arrive pas toujours tout au bout du côlon. Et malgré une très bonne préparation, parce que ça c'est l'étape indispensable finalement, la préparation du côlon, on n'arrive pas toujours il y a certaines zones qu'on ne voit pas forcément très bien, et on propose de recommencer en général quelques mois après. La préparation du côlon, c'est donc indispensable pour la qualité de l'examen. Ça passe par un régime qu'on dit sans résidus au moins 3 jours avant. Donc exceptionnellement, on vous demande de ne pas manger trop de fibres, pas trop de fruits, pas trop de légumes, pas de céréales. On est plutôt sur des pâtes et du riz pendant 3 jours. Mais c'est un mal nécessaire, on va dire. Et ça ne suffit pas, par contre, il faut une préparation, une purge du côlon à boire, qu'on fait souvent maintenant sous la forme d'une préparation splittée, coupée, donc une partie la veille au soir et une partie le matin de l'examen. Finalement, toutes ces étapes, elles sont impératives parce qu'on sait bien maintenant qu'un cancer colorectal qui est dépisté suffisamment tôt, on arrive à le guérir 9 fois sur 10. Donc c'est quand même un point, disons, très important dans le dépistage, évidemment. Alors ça, c'est des chiffres qui sont issus plutôt des coloscopies de dépistage, pas sur des gens symptomatiques, mais voilà, presque une coloscopie sur 2 lorsque malheureusement on trouve un cancer, donc environ dans 5-8% des cas. Et ben, quand on trouve ce cancer, en fait, une fois sur 2, on est à un stade très localisé. Ça veut dire que la tumeur, elle est vraiment localisée au niveau du côlon ou du rectum. Et malheureusement, en fait, dans 1/3 des cas, elle est déjà arrivée à un stade avancé, c'est-à-dire elle a envahi d'autres organes, il y a ce qu'on appelle les métastases. Ce qu'on sait également, c'est que ce stade de diagnostic, il est nettement corrélé à la survie en fait à 5 ans et donc à la guérison. Et en effet, quand le cancer est diagnostiqué très précocement, et ben on retrouve ces chiffres dans 9 cas sur 10. En fait, le cancer se guérit, les gens sont en très bonne santé quelques années après, avec un survie évidemment spécialisé. On va en reparler un petit peu après avec notre collègue patiente, enfin notre patiente experte. Et voilà, dans 1/3 des cas, malheureusement, quand le cancer est diagnostiqué à un stade avancé, ben, on a des chiffres qui sont un petit peu moins bons. Et c'est vrai que c'est ce qu'on veut éviter, justement. Donc voilà, le message, c'est ça. Faites le test de dépistage. Quand c'est positif, ça ne veut pas dire que c'est un cancer. La plupart du temps, c'est des polypes. Et si finalement c'est un cancer, et ben, quelque part, tant mieux, il faut le savoir. Et plus il est pris en charge précocement, plus la prise en charge ultérieure est facile, et plus il y a de taux de guérison. Donc c'est vraiment le cancer colorectal, il est fait pour le dépistage, on va dire. Donc faites-le. Et un petit mot quand même, j'anticipe sur une éventuelle question, parce que je sais qu'on n'est pas beaucoup de gastro-entérologues dans le département, qu'il y a souvent un peu de difficulté à avoir des rendez-vous, et que les coloscopies ne sont pas toujours faites, par exemple, dans des délais très, très rapides, on va dire. Il y a quand même des études qui montrent que finalement, il n'y a pas de différence donc, dans ce fameux stade au diagnostic, que la coloscopie elle soit réalisée entre 1 et 6 mois après le test positif. Donc voilà, on peut faire un test de dépistage. Si la consultation elle est que 2-3 mois après et que la coloscopie elle est faite ensuite, c'est pas ce temps-là qui est finalement, c'est le temps qui est un petit peu angoissant, mais c'est pas ce temps-là qui compte vraiment. Les étapes importantes, voilà, c'est dès 50 ans, commencer le dépistage, et c'est un test qui marche très bien, mais il marche encore mieux quand il est répété. Donc il faut le faire régulièrement tous les 2 ans et rester attentif à d'éventuels symptômes. Voilà, je vous remercie et je passe la main. Donc je passe la parole à Isabelle Floch, qui est chirurgien viscéral et digestif, et qui va nous parler des modes de chirurgie, et la chirurgie pour qui ou pourquoi.
Bonsoir à tous. Ce n'est pas un relais de la flamme olympique, mais on va essayer de continuer ce topo. Donc, effectivement, je suis chirurgien viscéral dans un établissement de l'agglomération. Et mon rôle, là, c'est de vous parler un petit peu de toutes ces chirurgies qui existent. Alors, il va y avoir deux catégories de patients pour lesquels la chirurgie va être nécessaire. Un premier groupe, ce sont un peu, même s'ils sont rares, les échecs de l'endoscopie, tel que mon collègue vous l'a expliqué, c'est-à-dire des polypes qui peuvent être parfois placés à des endroits difficiles pour une résection, où ils sont très gros, dans des recoins, et on ne peut pas les enlever en endoscopie. À ce moment-là, le patient il est confié au chirurgien. On a également des situations où le polype, finalement, quand on l'a retiré, l'analyse va nous montrer qu'il s'agit d'un cancer superficiel, quelquefois incomplètement retiré, et on va devoir passer à la chirurgie. On a également un autre cas de figure qui est un polype est analysé, il paraissait bénin, et on a la surprise de trouver sur l'analyse un cancer qui s'avère débutant, mais avec un début d'invasion. Et finalement, on a dans ce cas-là, par exemple, 10% de risque que le cancer s'associe à des métastases ganglionnaires. Donc, il faut absolument retirer davantage d'intestin. On a également un autre groupe de patients qui va nécessiter d'être opérés, c'est finalement des cancers qui sont bien plus évolués. Ce sont des cancers qui ont mis plusieurs années à en arriver là, et il va y avoir des symptômes qui vont les révéler. Et parfois, on a même des cancers qui peuvent être tellement évolués qu'ils vont s'associer à des complications. Un cancer, ça peut devenir une obstruction intestinale, et on peut par exemple faire une occlusion intestinale, et la personne arrive avec un intestin qui peut même se perforer. On peut avoir par exemple des péritonites, et là la chirurgie va devoir se faire en urgence, et ça va être bien différent de ce que je vais vous présenter, qui est plutôt préférable, c'est-à-dire une chirurgie qui doit être programmée pour avoir le plus de sécurité possible et le meilleur résultat. Alors, ce qui est intéressant à souligner, j'ai essayé de symboliser ça avec les petits rectangles bleus, c'est que le premier groupe, eh bien, ce sont les patients qui sont issus du dépistage. Donc, on est plusieurs années avant que finalement le cancer évolue au point de donner des symptômes. Mais malheureusement, ce qu'il faut vous confirmer, c'est que nous, notre activité de chirurgien, c'est 80% des colectomies ou des ablations rectales que l'on réalise, eh bien, c'est malheureusement pour des cancers qui sont évolués. Donc, c'est évidemment très regrettable. Alors, quand on va avoir un patient qui vient voir un chirurgien, il va falloir faire un bilan. Alors, il y a deux volets dans ce bilan. On doit faire à la fois un bilan de la tumeur. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre quel est le degré d'extension de cette maladie. On dispose déjà de la coloscopie avec ce résultat de biopsie qui nous a confirmé qu'une tumeur, par exemple, cancéreuse était en place. On va évaluer le degré d'extension de la maladie avec des examens de radiologie. Donc, bien souvent, c'est un scanner qui va aller de la partie des poumons jusqu'à l'abdomen et le bas-ventre. Ça cherche à évaluer s'il y a par exemple des métastases au niveau d'autres organes tels que le foie ou les poumons. On peut rarement avoir des situations douteuses ou même avérées de métastases viscérales pour lesquelles on va pousser un peu plus les investigations et réaliser un PET scan. On va également s'appuyer sur des prises de sang, c'est ce qu'on appelle les fameux marqueurs. Les cancers sont capables de sécréter des sortes de protéines qu'on va retrouver dans le sang. Dans le cadre du cancer colorectal, c'est vrai, 95 fois sur 100. Et cet ACE est intéressant à doser avant tout traitement, avant la chirurgie. Pourquoi ? Parce que quand on va être ensuite, à la fin de la prise en charge du patient, dans une phase de surveillance pour guetter si la guérison se confirme ou si malheureusement, dans certains cas, on a des récidives, eh bien l'ACE va augmenter si on a une récidive tumorale. Donc par chance, ça n'arrive pas souvent, mais on a besoin de ce facteur de surveillance. L'autre volet de bilan préopératoire, bien évidemment, c'est d'évaluer la situation du patient avant qu'on l'opère. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas tous, malheureusement, le même état de santé. Donc le patient va être évalué par son chirurgien, qui d'ailleurs, bien souvent, va lui faire l'annonce diagnostique de sa maladie et lui annoncer quelle va être la stratégie thérapeutique. À ce titre-là, un cancer du côlon qui n'apparaît pas associé à des métastases, le chirurgien peut tout à fait prendre, j'allais dire de façon unilatérale, la décision de l'opérer.
En revanche, si un cancer du côlon est associé lors du diagnostic à des métastases dans d'autres organes, ou la prise en charge d'un cancer du rectum nécessite, on va vous en parler un peu plus tard, que le dossier du patient soit discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire, parce que la stratégie de prise en charge peut varier. Quelquefois, on ne va pas forcément opérer directement, on peut avoir d'autres prises en charge à faire au préalable. La chirurgie, elle va nécessiter obligatoirement une anesthésie générale, donc il va falloir que le patient soit évalué par l'anesthésiste. S'il y a des points de fragilité d'un point de vue cardiaque ou respiratoire, on peut également recourir à d'autres spécialistes. Une chose qui est très intéressante à souligner, c'est que l'Institut du cancer, l'INCa, nous a fortement recommandé, il y a environ 12-15 ans, de mettre en place des consultations d'accompagnement avec des infirmières. Alors c'est vrai que ça ciblait principalement la prise en charge médicale des cancers, notamment quand il y avait de la chimiothérapie à réaliser. Et on peut aussi mettre en place cette consultation d'accompagnement infirmier dans le cadre de la prise en charge chirurgicale. Nous, dans notre établissement, on le fait depuis 2011 et c'est un plus. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aborder la prise en charge d'un point de vue médico-chirurgical, il y a également des besoins qui peuvent être évalués d'un point de vue psychologique, nutritionnel, des difficultés sociales, économiques. Parfois, on a des patients qui sont en attente d'être traités d'un cancer du côlon et qui, malheureusement, à domicile, sont les dents principales d'un conjoint qui est handicapé. Donc tout ça, c'est des éléments qui doivent être connus et qui peuvent nécessiter d'apporter des aides ou en tout cas de les rechercher avant même d'opérer les patients. Alors, quand on va opérer, actuellement, ça fait à peu près une dizaine d'années, ça repose sur une stratégie qu'on appelle la RAC. Alors, on aime beaucoup les acronymes en chirurgie. Cette RAC, c'est la réhabilitation améliorée et accélérée de la chirurgie. Alors, accélérer, ça ne signifie pas bâcler, ça signifie essayer d'optimiser à toutes les étapes de cette prise en charge différents éléments qui vont permettre aux patients de mieux récupérer et d'être moins agressifs au niveau de l'organisme pour laisser le moins de séquelles possible. Alors, par exemple, on ne fait plus forcément des régimes préopératoires prolongés. C'est nécessaire pour la coloscopie, mais ça l'est globalement rarement pour le côlon. On ne va pas forcément donner des grandes purges préopératoires et on va essentiellement les réserver au jour d'aujourd'hui à la chirurgie du rectum. On va conseiller aux patients de se nourrir le mieux possible dans la mesure des symptômes qu'il peut avoir pour arriver avec un état nutritionnel optimal pour la chirurgie. On va y associer des sortes de petits compléments alimentaires qui vont également renforcer les capacités immunitaires pour mieux cicatriser. La prise en charge de la douleur, pendant très longtemps, c'était fait il y a 20-30 ans, uniquement quand les patients avaient mal en post-op. Maintenant, c'est plus du tout ça. Il y a des pré-médications. Avant de descendre au bloc opératoire, on donne déjà des médicaments antidouleurs. Nous, les chirurgiens, on va injecter des produits anesthésiants de longue durée pour que le confort du patient soit maximal. Et en post-opératoire, on va privilégier des médicaments qui donnent moins d'effets secondaires. On essaye, par exemple, d'utiliser le moins possible la morphine. La célioscopie, eh bien, c'est le fait d'opérer en évitant des grandes cicatrices, comme ça s'est fait pendant longtemps. J'espère que cette photo ne vous choque pas, mais l'idée, c'est de vous dire que pendant l'anesthésie générale, on gonfle le ventre de la personne avec un gaz inoffensif et on va travailler avec l'aide de petits tubes qu'on appelle des trocars et on va se repérer à l'intérieur de l'abdomen grâce à une caméra et on a différents instruments qu'on va utiliser à l'intérieur. En post-opératoire, on fait en sorte de réalimenter le plus précocement possible le patient dès l'instant que ça reste confortable pour lui, parce qu'on va moins altérer le microbiote intestinal et on sait que ça va favoriser une meilleure récupération. On ne laisse pas les personnes alité de façon prolongée. Si tout se passe bien, on va assez rapidement au fauteuil et déambuler. Les drainages ne sont plus systématiques en chirurgie, sauf dans un cas particulier qui est la chirurgie du rectum. Au total, ce protocole permet une meilleure récupération et c'est prouvé, on a moins de complications post-opératoires. On arrive à avoir des durées d'hospitalisation assez courtes, de 3 à 5 jours. Et parfois, ça reste relativement marginal. On peut même, dans des cas, j'allais dire, choisis, qui se présentent bien, avoir des chirurgies où les patients ressortent le jour même. J'en ai eu quelques expériences. Alors là, c'est quelques exemples de ce qu'on peut avoir à réaliser. Là, vous avez un dessin du côlon
avec le rectum qui est en bas, et vous avez une partie du côlon droit qui est ici. Cette tache noire, c'est un cancer. Ce qui est montré ici sous forme de petites boules, c'est des ganglions. On va chercher au niveau chirurgical à récupérer toute cette zone anatomique avec les ganglions qui dépendent de ce secteur anatomique pour que ce soit envoyé au laboratoire, parce que c'est cette analyse-là qui va nous permettre de grader le degré de gravité éventuelle de la maladie, et notamment savoir si dans certains cas on va avoir besoin de proposer une chimiothérapie aux patients. Alors une fois qu'on a coupé ce segment d'intestin qui mesure environ une trentaine de centimètres, eh bien, on va reconnecter par exemple ici l'intestin grêle sur le côlon. Alors ça, c'est un exemple de colectomie droite, mais on peut avoir à faire la même chose sur une partie gauche du côlon. Donc à ce moment-là, on est un petit peu plus proche par exemple de la zone du rectum, et ça reste la même stratégie. On coupe ce bout d'intestin et ensuite on va chercher à le reconnecter. Alors là, il y a un petit peu plus de travail parce qu'il faut aller chercher cette partie intestinale qui est beaucoup plus haut située dans l'abdomen et pouvoir la ramener ici. Alors il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que cette reconnexion, on appelle ça une anastomose dans notre jargon, eh bien ça doit bien cicatriser, sinon on va le voir tout à l'heure, eh bien malheureusement ça peut nous donner des complications post-opératoires. Alors il y a un sujet qui est un peu différent. C'est la chirurgie des cancers du rectum. Alors j'ai essayé de simplifier, mais au jour d'aujourd'hui, la chirurgie du cancer du rectum, elle n'est pas du tout une prise en charge unique que doit faire le chirurgien tout seul dans son coin. Elle est vraiment, ce qu'a évoqué M. Simonière tout à l'heure, une stratégie d'activité collégiale pour prendre en charge le patient de façon optimale. Et au jour d'aujourd'hui, on doit faire des traitements préopératoires. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on a bien souvent des tumeurs qui sont très évoluées, avec, dans ce cas de figure, des ganglions qui existent dans la sphère rectale, mais également parfois plus haut situés dans l'abdomen. Et on va même commencer la prise en charge par une chimiothérapie qui peut durer pendant plusieurs mois, de l'ordre de 3-4 mois minimum. Ensuite, on va faire une radiothérapie associée à une chimiothérapie sous forme de comprimés. Donc, c'est ce qu'on appelle les rayons. Ça va être 5 séances par semaine, donc du lundi au vendredi, pendant 5 semaines, donc c'est 25 séances. Une fois que ce traitement est accompli, on va faire une pause thérapeutique qui peut durer de 5 à 10 semaines environ. Et ensuite, il va y avoir la chirurgie, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu le principe. Et après, on va se retrouver à faire encore de la chimiothérapie. Pourquoi je vous explique tout ça ? C'est pour vous montrer que malheureusement, un cancer du rectum, actuellement, la majorité de ceux qu'on prend en charge, ils sont très évolués, eh bien, ça va être 1 an de traitement en tout, avec une chirurgie qui est globalement très lourde. Alors, sans rentrer dans trop de détails, le rectum, eh bien, c'est la fin du côlon. C'est la fin du côlon qui arrive près de la zone anale. Alors ça, c'est une espèce de petit schéma anatomique. Et ce qui est très particulier, c'est qu'on a également un muscle ici qui est double, qui sert en grande partie à assurer la continence. Et malheureusement, on peut avoir des personnes qui ont des cancers qui sont développés dans cette zone inférieure du rectum et qui peuvent envahir même parfois, ou en tout cas venir toucher la zone du sphincter. Donc on va avoir différentes possibilités techniques, et clairement, cette chirurgie du cancer du rectum, elle doit être réalisée par des gens qui ont l'habitude de la pratiquer. Parce qu'on va essayer à la fois de guérir la maladie, mais de laisser le moins de séquelles possible. Clairement, dans cet emplacement anatomique, il y a quand même beaucoup de probabilités plutôt, que la façon d'aller à la selle plus tard soit complètement différente de ce que le patient a connu précédemment. Donc on peut essayer de faire ce qu'on appelle de la conservation sphinctérienne, et aujourd'hui on a même des chirurgies maximalistes faites dans des centres experts où on va sacrifier une partie du sphincter, reconnecter le côlon qu'on va chercher plus haut ici au niveau de l'anus, et faire des accompagnements par exemple des patients pour qu'ils apprennent à se faire eux-mêmes des auto-lavements et leur permettre de ne pas subir une incontinence et retrouver une bonne qualité de vie et une vie sociale. Donc c'est vrai que c'est une chirurgie qui est très particulière et qui nécessite beaucoup d'accompagnement. Alors là, je vous ai mis un simple exemple. Ici, on va avoir réséqué dans cet espace-là le rectum, et puis ici, on va introduire une pince par la voie de l'anus et reconnecter du côlon qu'on va faire descendre et qui va en quelque sorte remplacer le rectum. Par exemple, ici, on a dédoublé la largeur du côlon. On peut faire énormément de techniques en réalité pour essayer de reproduire un petit peu le volume de capacité qu'avait le rectum autrefois.
Quand on fait ça, comme c'est une zone qui a été irradiée, même si l'irradiation est extrêmement favorable en termes de chances de guérison et de diminuer les risques de récidive loco-régionale, eh bien malheureusement, on a quand même une zone qui est difficile à cicatriser. Donc bien souvent, on va faire le choix de ne pas faire passer immédiatement les matières fécales dans ce secteur et on va devoir réaliser ce qu'on appelle une poche. Souvent, dans le jargon un petit peu familier, on parle d'anus artificiel. C'est bien souvent quelque chose de temporaire et les matières fécales vont se déverser dans une poche. Avec un appareillage, et on va laisser cette poche en place quelques semaines, voire quelques mois. Tout va dépendre de la cicatrisation, du montage chirurgical qu'on a fait, des suites opératoires et d'un éventuel traitement complémentaire. Alors, même si la chirurgie elle est bien réalisée, eh bien, nous ne sommes pas tous en bonne santé et malheureusement, on peut avoir des complications. En post-opératoire, ça va survenir chez environ 30% des individus. C'est des complications qui peuvent être d'ordre chirurgical. Ce qu'on redoute le plus dans notre chirurgie, c'est ça, c'est la fistule. C'est-à-dire que cette connexion qu'on a réalisée pour rabouter l'intestin ne cicatrise pas comme on le souhaite et dans environ 2 à 3% des cas, ça fuit. Alors ça peut être très bénin, mais quelquefois ça peut être grave, ça peut occasionner une péritonite post-opératoire, donc c'est quelque chose de rare, mais on peut avoir des suites opératoires parfois très houleuses. On peut avoir des hémorragies, c'est certainement plus quand les gens ont des anticoagulants, on peut avoir des défaillances de cicatrices avec des éventrations. C'est pour ça qu'on préfère utiliser la célioscopie, ce qui est utilisé largement à plus de 95% sur de la chirurgie programmée. Les complications médicales, elles existent. Il faut quand même savoir qu'elles sont, bon, je ne vais pas vous les lire parce que je pense qu'on est un petit peu en retard, mais qu'elles vont surtout survenir si en plus les personnes ont une fragilité préalable à la chirurgie. Par exemple, quelqu'un qui est obèse, malheureusement, il va voir son risque de complications post-opératoires considérablement accentué. Alors, à la suite, une fois que le patient a été opéré, environ une quinzaine de jours plus tard, on va avoir le résultat de l'analyse de ce qu'on a retiré. Alors ça va être très important parce que ça va nous permettre de savoir quel était le degré réel de gravité du cancer, quel est son degré d'extension dans la paroi intestinale, est-ce qu'il y a des métastases ganglionnaires. Ça, c'est très déterminant parce que métastases ganglionnaires, ça veut dire qu'en général, on va proposer une chimiothérapie pour consolider le résultat de la chirurgie. Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, cette RCP, c'est la fameuse réunion de concertation pluridisciplinaire. Avec l'autorisation du patient, on discute son dossier une fois qu'on a ses résultats. Et on est en espèce de table ronde avec différents spécialistes, gastro-entérologues, chirurgiens, cancérologues, spécialistes des rayons, éventuellement l'anatomopathologiste, c'est-à-dire le spécialiste qui a fait l'analyse, des radiologues éventuellement. Et on va évaluer au vu du dossier complet de la personne ce qu'il faut proposer. Et donc statuer si on considère, ça repose sur des études médicales, bien entendu, des études scientifiques, est-ce que la chirurgie est suffisante ou est-ce qu'il va falloir, par sécurité, consolider la prise en charge avec un traitement supplémentaire. Alors, sans rentrer trop dans les détails, ce que l'on peut avoir à réaliser comme traitement, eh bien, ça peut être de la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un traitement qui peut durer 6 mois. C'est fait en ambulatoire. Avec une pompe, on va faire de la chimiothérapie intraveineuse à peu près tous les 15 jours. Il y a certainement moins d'effets secondaires que certaines autres chimiothérapies pour des cancers tels que le sein, les ovaires ou des leucémies, mais c'est quand même des traitements lourds et il est vrai par contre que c'est très efficace. Un autre exemple de traitement complémentaire, c'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Alors ça agit différemment que les chimiothérapies qui, elles, agissent pour essayer de contrarier de la multiplication cellulaire. La thérapie ciblée, un exemple, c'est par exemple des médicaments qui arrivent à contrarier des développements de vascularisation aberrante qui favorisent des extensions tumorales. Un autre traitement qui n'est pas très utilisé pour le cancer du côlon et du rectum, si on le compare par exemple à la situation des cancers du poumon, c'est ce qu'on appelle l'immunothérapie. En gros, c'est un traitement qu'on va proposer quand il y a des anomalies génétiques. Ça a été évoqué par Tudwal tout à l'heure. On a des personnes qui ont des mutations génétiques en tant qu'individus, et c'est 5% des cancers colorectaux. Et ces personnes-là peuvent bénéficier d'immunothérapie. Ou on a également des personnes qui n'ont pas de mutation génétique en tant qu'individus, mais c'est leur tumeur
qui la porte. Et dans ces cas-là, on peut proposer de l'immunothérapie. C'est en général essentiellement quand le cancer est évolué avec des cancers inopérables ou des métastases. Au final, on arrive quand même à, gérer la situation et on va proposer une surveillance. La surveillance, pour s'assurer qu'il ne se passe plus rien, qu'il n'y a pas une résurgence de la maladie, ça va être sur une durée de 5 ans, avec des examens complémentaires d'imagerie, tels que de l'échographie, de la radio des poumons, si la situation est assez simple, ce fameux marqueur qu'on a évoqué tout à l'heure, l'ACE, et puis des consultations, parce qu'il faut s'assurer que tout se passe bien pour le patient. Il n'y a pas seulement l'aspect physique, il peut y avoir également, par exemple, l'aspect psychologique. Ce qui est très important, c'est que, quoi qu'il arrive, et y compris, c'est quand même la majorité des cas, si on a pu guérir une personne d'un cancer du côlon, il faudra absolument continuer, tant que la santé reste favorable, la coloscopie de surveillance à vie. Alors, c'est des intervalles tous les 5, voire 3 ans. Et pourquoi c'est très important? Parce qu'un côlon qui a fait un cancer un jour peut quand même, plus tard, refaire d'autres problèmes, c'est-à-dire développer des polypes, et on en a parlé, certains polypes peuvent redévelopper des cancers très à distance, et il n'y a rien de plus rageant que de voir quelqu'un de 85 ans qui est toujours en bonne santé, qui a eu un cancer du côlon à l'âge de 60 ans, et qui a échappé à une surveillance alors qu'on aurait pu la poursuivre. Donc ça, c'est un message qui est primordial. Donc, au final, je pense que je vais avoir des propos assez redondants, mais voilà, c'est l'objet de notre soirée. Ce dépistage, qui est un examen qui est gratuit, qui n'est pas douloureux, vous voyez, il est très efficace. Il va nous amener à faire parfois donc une coloscopie, mais qui est un examen simple, qui est quand même très sécurisé, qui n'a lieu qu'en ambulatoire. Eh bien, il va permettre d'éviter des stades évolués de cancer du côlon et du rectum. Et le patient, ensuite, il va pouvoir bénéficier d'une meilleure orientation pour faire son suivi. Et on obtient 95% de guérison, y compris quand on a des cancers, parce qu'ils sont détectés très tôt grâce à ce dépistage. Et si jamais on choisit, pour X raisons, de ne pas faire le dépistage, et que finalement on attend de voir ce qui va se passer, eh bien, si on a la malchance de tomber sur un cancer agressif, et qu'on attend que des symptômes éventuels apparaissent, eh bien, effectivement, la situation va être bien plus complexe à traiter. Et on l'a vu, c'est des chirurgies ou des traitements multidisciplinaires qui peuvent s'étaler sur une durée de 3 à 12 mois, malheureusement avec parfois des séquelles. C'est vrai que, par exemple, la chirurgie du cancer du rectum et tous les traitements qu'on y associe, les patients ne restent pas indemnes de cela. Et on va avoir des taux de guérison qui restent malgré tout relativement bons, mais qui sont à 60% versus 95%. Donc moi, je suis une professionnelle, donc c'est bien d'entendre des professionnels, mais il nous a été proposé, et je pense que c'est une très bonne idée, qu'on laisse la parole également à des personnes qui vivent ces expériences qu'on vous a relatées. Et j'ai une de mes patientes qui a eu l'extrême gentillesse d'accepter de venir vous parler un petit peu de son histoire. Et je l'en remercie infiniment. Je pense qu'elle a un petit peu d'émotion, mais voilà. Je vais laisser Nathalie nous rejoindre. Il suffit de parler dedans. Ouais. Je ne suis pas aussi douée que vous. Bonsoir à tous. Donc moi, j'ai préparé un petit discours, donc je vais le lire, parce que je ne suis pas forcément à l'aise. Alors, je me présente, je m'appelle Nathalie et je vais sur mes 56 ans. 2018, c'est l'année de mes 50 ans. Et pour la première fois, j'ai effectué le dépistage colorectal qui fut négatif. 2020, c'est l'arrivée du Covid-19. Et c'est seulement au deuxième courrier de rappel que je renouvelle fin juin 2021 le dépistage colorectal qui s'est avéré positif. J'ai été prise en charge de suite par mon médecin traitant qui m'a pris rendez-vous avec un gastro-entérologue programmant une coloscopie fin août 2021. Excusez-moi. Le résultat tomba mi-septembre que j'avais le cancer du côlon, mais avec la probabilité de ne pas avoir de chimio suite au résultat du PET scan. Le 1er octobre 2021, le docteur Floch et son équipe m'opèrent et me retirent une partie du côlon cancéreux. 15 jours plus tard, le docteur Floch a pris le temps de m'appeler un samedi matin pour m'annoncer la bonne nouvelle.
que je n'avais pas besoin de chimiothérapie. Si j'ai décidé d'accepter d'apporter mon témoignage ce soir, c'est pour que vous preniez conscience que le dépistage colorectal est important et qu'il prend à peine 5 minutes de votre temps libre et qui en plus est gratuit. Je connais des proches, des amis qui, après avoir su ce qui m'était arrivé, n'ont pas hésité à réaliser ce dépistage. Et je vous le conseille tous. En ce qui me concerne, le dépistage colorectal m'a sauvée de tout traitement, car je n'avais aucune douleur, aucun mot avant ce dépistage. Aujourd'hui, je me porte bien, je mange de tout, je pratique du sport, et surtout, j'ai un suivi médical tous les 3 mois, ce qui me rassure. Je tiens à remercier personnellement le Dr Floch pour son professionnalisme et son dévouement, ainsi que tout le personnel médical qui ont su prendre soin de moi. J'ai juste une chose à vous dire, messieurs, dames, n'hésitez pas à faire ce dépistage et surtout prenez bien soin de vous, car la santé n'a pas de prix. Merci à tous de m'avoir écouté. Bonsoir à tous. Donc moi je suis là pour la Ligue contre le cancer, le comité des Côtes d'Armor. Après ce témoignage important d'une patiente experte, pour vous parler de l'accompagnement du coup des malades et des proches, mais aussi des professionnels. Le comité des Côtes d'Armor, donc c'est l'accueil, l'information, l'orientation, l'accompagnement et le soutien sur l'ensemble du territoire, avec des espaces ligues, des espaces d'accueil, des sites d'activité, parfois du distanciel aussi, pour les personnes malades, pour les proches et les aidants, mais aussi pour les professionnels. Au niveau de la période et des modalités d'accompagnement, donc on accueille depuis l'annonce jusqu'à l'après-cancer. Ça passe par l'avant-traitement, le pendant-traitement avec tous les traitements qui ont été évoqués par le docteur Floch. C'est aussi l'après avec le retour à l'emploi, avec le retour à la vie sociale. Parfois, c'est aussi les commissions d'aide financière pour accompagner durant toute cette période des personnes malades et les familles qui peuvent être en difficulté, mises en difficulté, soit par les soins, soit par les conséquences de la maladie. Donc on accompagne globalement pendant 1 an sur le collectif à partir du moment où les personnes ont commencé des activités, pas à partir de l'inscription, puisque il y a parfois un delta entre le moment où on s'inscrit et le moment où on pratique certaines activités en collectif. Mais c'est aussi sans durée. Si on est sur l'accompagnement global, donc j'entends les consultations individuelles, l'écoute, il n'y a pas de durée par rapport à ça et on peut accueillir à tout moment. C'est gratuit sur inscription, une inscription unique. Voilà, globalement des formalités très, très simples pour chacun. Alors en collectif, pour vous illustrer les possibilités, c'est de l'activité physique adaptée, c'est aussi des activités de détente, de gestion du stress, d'expression, de créativité. C'est le soutien psychologique aussi qui est ouvert aux proches et aux aidants. Et donc en 2023, ça correspondait à 398 séances collectives mises en œuvre sur le département. En individuel, on a toute une équipe de professionnels, de prestataires. On est à plus de 35 partenaires, donc avec diététiciennes, infirmières, les psychologues, les réflexologues, les socio-coiffeuses, les socio-esthéticiennes. On retrouve le soutien psychologique en individuel qui est là aussi ouvert aux proches et aux aidants. Et donc en 2023, ça correspondait à plus de 1000 rendez-vous proposés. Donc pour un total de 340 nouveaux inscrits en 2023. On était à 270 en 2022. En individuel et en collectif, c'est aussi des parcours spécifiques qui s'adaptent à chacun. Donc un travail sur le parcours de santé, parfois sur le handicap par rapport aux séquelles des traitements, à la demande
Donc là, on est ouvert bien évidemment aux malades, mais aussi aux proches et aux aidants. Et puis, en atelier thématique, en atelier collectif, on a des cycles de cuisine et diététique, de vivre avec l'hormonothérapie ou des cycles liés au retour à l'emploi. Et vous avez là le nombre de cycles réalisés en 2023 sur ces types d'accompagnement spécifiques. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de couvrir le maximum de problématiques à la demande des personnes, en s'adaptant au possible aux particularités de chacun. Comment faire pour être accompagné sur le comité des Côtes d'Armor? Eh bien, repérer l'espace libre de proximité. Vous avez vu sur la carte des Côtes d'Armor qu'il y a beaucoup de points d'accès. Il y a aussi la maison de la Ligue à Trégueux pour vous orienter et puis faire du cas par cas si besoin. Prendre contact, alors par mail, par téléphone, via le site internet. Voilà. Parfois en se déplaçant, mais globalement, on essaye de répondre à toutes les demandes dans des délais les plus raisonnables possibles. Aller à son rythme et progressivement, parce que parfois c'est compliqué de pousser la porte. Parfois on s'est inscrit et puis finalement c'est pas le moment de démarrer un accompagnement. Parfois on le débute et puis finalement on a besoin de l'arrêter parce que le programme de soins redémarre. Il y a tous les aléas thérapeutiques qu'on doit prendre en compte. Parfois l'accompagnement qui nous est nécessaire, c'est après la fin des traitements, parfois un petit peu à distance parce qu'il y a des choses qui se réveillent et puis finalement pendant les soins tout s'était plutôt bien passé et puis à distance c'est plus compliqué. Donc voilà, chacun a son rythme, il y a toujours des possibilités d'accompagnement. Et puis diffuser l'information aussi, orienter, parce qu'on était là sur cette soirée plutôt sur le dépistage et la prévention, mais tout un chacun, il y a des personnes voilà, dont on sait qu'elles peuvent être touchées, leur dire qu'il y a aussi des possibilités d'accompagnement après le dépistage, pendant les traitements ou après les traitements, c'est toujours possible.